Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer ensemble l'enquête réalisée récemment par l'Association nationale des infirmiers sapeurs-pompiers, l'Ordre national des infirmiers et le Conseil national professionnel des infirmiers du secours préhospitalier. Pour dévoiler ces résultats et l'ensemble de cette enquête, nous accueillons Patrick Chamboredon, président de l'Ordre national des infirmiers, et David Drossin, président de l'Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers. Bonjour à tous les deux. Patrick Chamboredon, pourquoi avoir lancé cette enquête? Pour plusieurs raisons. D'abord, bonjour, merci de nous inviter à nous exprimer là-dessus avec David Drossin. Plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que la NISP, chaque année, nous invite l'Ordre national des infirmiers à intervenir dans son colloque. Et chaque année, on constate l'innovation et la capacité de pousser les murs de la pratique infirmière, notamment chez les sapeurs-pompiers. Donc c'était vraiment quelque chose qui devait être objectivé, décrit, publié. Et notre profession souffre trop de ce manque de littérature issue de la pratique professionnelle, de cette objectivation de tout ce qui est possible de faire. Et puis, la réalité, c'est que les sapeurs-pompiers, les infirmiers sapeurs-pompiers, dans toutes les missions qu'ils occupent, et on va le voir à travers l'enquête, j'ai l'habitude de dire, et c'est quelque chose de récurrent, ils ne sont pas en pratique avancée, mais ils sont très avancés dans les pratiques. Et c'est vrai que de pouvoir travailler en collaboration avec la NISP, c'était quelque chose de séduisant qu'on a réussi à monter avec David, de façon à publier, à montrer, à valoriser vraiment ce qu'est la profession infirmière dans des dimensions d'urgence qu'on connaissait mal et dont on a énormément besoin puisqu'on est dans un contexte particulier actuellement. De valoriser la profession et de la faire évoluer puisque, on le sait, il y a une question de revoyure du décret d'acte vers un décret de compétence. Et donc, ce qu'a bien voulu faire David avec l'Ordre national et de publier et d'en parler aujourd'hui, c'était vraiment de l'objectiver. L'autre point aussi, c'est quand même... N'oublions pas le nombre de patients pris en charge par les infirmiers sapeurs-pompiers tout au long de leur mission. Et je crois que ça doit être aux alentours de 5 millions de sorties sur la voie publique pour les prises en charge. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument valoriser et démontrer aux patients que tout est fait dans les règles de l'art et de façon objective, avec des techniques qui vont garantir justement cette prise en charge au quotidien, au plus près des besoins, dans des situations d'urgence. Et donc on voulait absolument faire en sorte d'objectiver tout ça, et on a trouvé que s'associer tous les trois ensemble, c'était vraiment une très bonne occasion dans ce contexte très particulier d'évolution de la profession. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Drossin. Bonjour. Vous êtes président de la NISP. Pouvez-vous nous expliquer quel est l'objet de cette enquête et quelle en a été la méthode? Alors tout d'abord, merci, cher Patrick, cher président du Conseil de l'Ordre, de nous donner la possibilité de présenter ces résultats d'un travail qu'on a mené en commun, pour lequel on a interrogé l'ensemble des départements de France. Et pourquoi on a interrogé ces départements? On a interrogé les infirmiers-chefs des départements qui nous ont fait part, en répondant à un questionnaire, des pratiques des infirmiers mis en œuvre dans leur département. Bien souvent pour répondre à un besoin de la population et à un besoin du système dans des territoires qui ne sont parfois pas tous pourvus de la même manière. On est parti de 3 constats communs que nous avons fait avec l'Ordre et avec le Conseil national professionnel des infirmiers de secours préhospitalier sur la nécessité de valoriser les acteurs et les pratiques, parce qu'il y a beaucoup de pratiques très innovantes, notamment liées à l'évolution des technologies et des méthodes de soins, et liées aussi à l'engagement des médecins-chefs qui, dans les SDIS, sont les médecins prescripteurs, qui engagent leurs responsabilités en permettant de déployer ce système-là. On parle, alors vous allez voir un peu plus loin, on a permis, grâce à ce travail, de documenter l'existant également, c'est-à-dire recenser les pratiques et recenser ce qui se faisait, et d'accompagner la profession infirmière vers l'avenir, parce que on est à un tournant et modestement dans notre champ d'exercice,
on développe des compétences particulières et qu'on va décrire un peu plus loin, qui permettent d'anticiper certaines évolutions, peut-être du futur décret de compétences du métier socle. Alors pourquoi ce travail? C'est présenter cette cartographie. Comment on s'y est pris, je vous l'ai dit. Ça a duré sur une période de 2 mois. Et on a interrogé d'abord par des questionnaires en ligne, nos collègues, et qui ont, pour ceux qui avaient un peu oublié de répondre, été relancés plusieurs fois. Et on est arrivé à 100% de réponses sur l'ensemble de la métropole et 66% dans les dom-toms, sachant que dans certains territoires départements d'outre-mer, il n'y avait pas encore une structure bien organisée où les infirmiers n'étaient pas en position de répondre à ce moment-là. Donc c'est quand même, ça nous donne une visibilité sur l'ensemble du territoire. On s'est intéressé à 8 items qui correspondent à nos missions. Les missions des infirmiers de sapeurs-pompiers sont des missions de contribution à l'aide médicale urgente, qui est très nettement dans l'actualité aujourd'hui. C'est une de nos missions, ce n'est pas notre seule mission. Et dans notre contribution à ce système-là, la majorité des interventions se font par des infirmiers seuls, parfois des infirmiers accompagnés en binôme avec un conducteur dans un véhicule qui contient du matériel. L'infirmier est donc formé et apte à mettre en œuvre un certain nombre de protocoles infirmiers de soins d'urgence, protocoles qui ont fait l'objet de recommandations nationales qui ont été co-signé avec d'autres acteurs, comme notamment la Société française de médecine d'urgence il y a quelques années. Et ensuite, les médecins-chefs se sont emparés de ces recommandations, les ont appliquées, ou pour certains, les ont fait évoluer. Donc les résultats de notre enquête montrent que la moyenne du nombre de protocoles infirmiers de soins d'urgence mis en œuvre dans les départements est de 17, que 100% des départements ont déployé ce système-là. Alors, en rentrant un peu plus dans le détail des soins, on peut voir que 47% ont protocolé la mise en œuvre de perfusion intra-osseuse, ce qui est une technique qui n'apparaissait pas dans les textes au moment où ça a été déployé. Aujourd'hui, c'est un acte qui a été reconnu pour les infirmiers de pratique avancée, mais au moment où ça a été déployé, la technologie avait devancé la loi. Et donc la pratique avait devancé la loi. Donc on peut voir aussi que 37% des départements ont mis en place des dispositifs supraglottiques, notamment essentiellement dans le cadre de l'arrêt cardiaque, pour des gens qui ne sont pas infirmiers anesthésistes, mais qui sont par contre formés, habilités à la pose de ce type de dispositif. La moitié des départements environ, donc 47%, autorisent les infirmiers anesthésistes à intuber hors présence médicale. Alors c'est sur protocole et dans le cadre uniquement dans le cadre de la prise en charge des arrêts cardiaques. Les infirmiers anesthésistes sont parfaitement formés, ils maîtrisent parfaitement ce geste et le pratiquent de manière très régulière, puisque une particularité, c'est que dans nos effectifs, 95% des personnels sont des pompiers volontaires, des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires. Donc ce sont des infirmiers hospitaliers qui donnent du temps pour venir, qui s'engagent auprès de leurs concitoyens en donnant du temps aux sapeurs-pompiers pour venir en aide à ceux qui en ont besoin et pour porter secours. Donc ces gens-là exercent dans des structures, des blocs opératoires par exemple, où ils pratiquent le geste de manière très 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 régulière. Ensuite, l'auscultation pulmonaire aussi est un geste qui est mis en œuvre dans un tiers des départements et qui n'est pas forcément quelque chose qui aujourd'hui est reconnu dans le décret actuel, mais qui peut-être pourra faire l'objet d'évolutions futures. 57% sont dotés de protocoles infirmiers de soins d'urgence hors des critères d'inclusion.
C'est-à-dire que les protocoles infirmiers de soins d'urgence sont mis en œuvre lorsque l'infirmier a identifié des critères d'inclusion, mais il y a quelques PISU qui sont hors de ce critère-là, comme la réalisation d'examens ou la pose d'une voie veineuse d'attente. Et enfin, sur la partie opérationnelle et l'aide médicale urgente, il y a aussi la coordination opérationnelle. C'est un autre volet de notre présence dans l'aide médicale urgente, et qui est la présence d'un officier de santé dans les centres de traitement d'alerte et centres opérationnels départementaux d'incendie et de secours. Et là, ce sont des infirmiers qui ne font absolument pas de la régulation, ils ne répondent pas aux appelants et aux personnes qui demandent des secours. Par contre, ils font de la coordination opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils engagent les vecteurs et les moyens de réponse les plus adaptés et en lien avec l'ensemble des acteurs du territoire, et ils rendent compte au SAMU pour que l'interaction et la coordination soient parfaites. En gros, ils font de la coordination en préhospitalier sur les secours. Donc, on a donc acté recensé ou identifié un certain nombre de gestes, d'actes, qu'on pense et qu'on souhaiterait vouloir intégrer dans un futur décret, qui est la gestion de l'analgésie, la pose de dispositifs intra-osseux, la gestion des voies aériennes supérieures, la lecture des électrocardiogrammes, la pose de voies veineuses centrales comme étant relevant du rôle propre et plus uniquement d'une prescription. Après, bien évidemment, ayant identifié après un examen clinique des critères d'inclusion et de mise en œuvre, l'auscultation pulmonaire, la gestion des hypoglycémies, l'exsufflation dans les cas de pneumothorax compressif et dans un souci de sauvetage. Et ensuite, la vaccination, peut-être les certificats de décès et peut-être la pose de voie veineuse jugulaire. Et puis, on peut aussi rappeler les missions principales qui sont ressorties dans notre enquête et qui sont les missions des officiers santé dans les centres de traitement de l'alerte, qui font, comme je vous l'ai dit, de la coordination des moyens. Et ils font aussi du conseil en matière de santé en service auprès de l'ensemble de la chaîne de commandement et des sapeurs-pompiers du département. Ils peuvent être amenés à aider les opérateurs du centre de traitement de l'alerte sur l'identification ou les questions à poser lors d'une prise d'appel, ou peut-être les accompagner dans cette démarche-là, les aider à requalifier les interventions qui parfois relèvent sont mal identifiées au départ. Et puis orienter les victimes dans des situations dégradées qui peuvent être l'impossibilité de contacter un SAMU. Le centre de régulation des appels ne répond pas pour une raison technique ou humaine parce qu'ils sont saturés. Il faut bien qu'à un moment les choses avancent et on a des dispositifs et des organisations qui permettent à l'officier santé d'aider à prendre une décision dans un souci de sauvetage, des victimes lorsqu'on n'a pas de solution. Alors, une autre mission, qui est une mission des infirmiers de sapeurs-pompiers, c'est la santé en service. Donc là, on change de champ, mais il y a aussi des compétences qui sont déployées dans ce domaine-là, et qui sont parfois un peu spécifiques, qui se rapprochent pour certaines de la santé au travail. Alors, la NISP, il y a quelques années, avait réalisé un guide de bonne pratique sur les entretiens infirmiers en santé en service, avec des sociétés savantes du domaine de la santé au travail. Et on avait proposé une méthode pour déployer ce dispositif dans les SDIS. 28% des SDIS, donc le tiers des services départementaux d'incendie et de secours de France, utilisent cette méthode-là. C'est-à-dire que l'infirmier, sans médecin, reçoit des sapeurs-pompiers dans le cadre de leur suivi de santé en service, et bien sûr en interaction avec des comptes rendus et de manière coordonnée.
2 départements ont déployé des protocoles de coopération sur la vaccination. Alors ce sont des choses qui ont évolué depuis, puisque des textes qui permettent aujourd'hui, grâce à l'action de l'ordre aussi, qui a fait bouger les lignes et qui fait avancer les choses, mais ce dispositif-là avait été anticipé. De la même manière, la moitié permettait de prescrire des vaccins, notamment, ça s'est exprimé beaucoup pendant la crise Covid, puisque, étant donné la quantité de personnes à vacciner, les infirmiers ont participé à cette mission-là. Sur la formation et le tutorat, donc c'est une autre des missions des services de santé et des missions exercées par les infirmiers de sapeurs-pompiers. Donc on peut voir dans les résultats de notre enquête que 80% des services départementaux d'incendie et de secours mobilisent les infirmiers pour participer aux formations initiales et aux formations continues des sapeurs-pompiers, qu'ils soient volontaires ou professionnels. Et 73% des SDIS les sollicitent pour intervenir comme formateurs dans ces formations, et particulièrement dans les formations des chefs d'agré et des VSAV. 77% des SDIS forment des infirmiers aux formations institutionnelles de formateurs, et 42% le font malgré tout partiellement. C'est-à-dire qu'il reste 35% des SDIS à convaincre. Alors ensuite, on a détaillé le nombre de SDIS qui permettent aux infirmiers d'accéder aux formations spécifiques du monde sapeur-pompier. Et la simulation en santé, donc plus de la moitié des SDIS, 54 SDIS, utilisent la simulation en santé pour former essentiellement les infirmiers dans le cadre de la mise en œuvre notamment des protocoles infirmiers de soins d'urgence et dans l'identification des critères d'inclusion et la réalisation des examens cliniques. Et 27 SDIS mobilisent les compétences en matière de simulation en santé de leur personnel. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'infirmiers, sapeurs-pompiers volontaires sont présents dans les SDIS, mais travaillent pour certains, ont des compétences avérées et diplômées en matière de simulation en santé, et elles sont exploitées par 27 SDIS. L'évaluation des pratiques professionnelles, un autre item. 51 SDIS ont mis en place cette évaluation de manière quantitative et qualitative. Sur quel thème? Essentiellement sur le secours d'urgence à personne et l'aide médicale urgente, exercée par les infirmiers de sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation des pratiques professionnelles après pour garantir la qualité et la sécurité des soins et prévenir les risques liés aux soins. Mais également dans le soutien sanitaire opérationnel, qui est une autre mission des services de santé, qui est même en priorité une des missions des services de santé, c'est-à-dire que il y a des infirmiers, des médecins, des pharmaciens dans les SDIS, en premier lieu pour prendre en charge les pompiers eux-mêmes, le pompier blessé sur une intervention, le pompier brûlé sur une intervention. Et toutes les actions du service de santé sont destinées à prévenir et à préserver la santé des sapeurs-pompiers. Et ensuite, ça a été développé une contribution à l'aide médicale urgente et à la prise en charge de la population. Dans l'histoire, c'est comme ça que les choses se sont mises en œuvre. Donc on a identifié également que 75 SDIS utilisent la méthode XABCDE pour réaliser leur bilan. Donc c'est une méthode qui vient des modèles anglo-saxons et qui suit le parcours de l'oxygène et qui est le fait de traiter en premier ce qui tue en premier. Ça permet d'organiser la réflexion et la démarche, et c'est une méthode éprouvée, reconnue. La démarche clinique et paraclinique, alors on a identifié un certain nombre, 76 SDIS, qui ont mis en place des dispositifs d'aide cognitive, sous forme de carnet, sous forme d'applications numériques, sous forme de tablettes. Voilà. Et on a également pu recenser dans notre enquête que 2 SDIS ont autorisé l'usage et organisé surtout l'usage de l'appareil d'échographie par les infirmiers de sapeurs-pompiers
dans des champs limités, systématiquement, voilà, très, très limités, et après formation, après habilitation. Et là aussi, les protocoles infirmiers de soins d'urgence, comme ces actes-là, font l'objet d'une certification annuelle. Et là aussi, il y a un petit peu une avance sur les évolutions à venir de notre métier d'infirmier, puisque la certification peut aussi être retirée si l'infirmier n'applique pas correctement ce pourquoi il a été formé. Peut-être qu'il a besoin de plus d'entraînement. On a également exploré le champ du leadership des infirmiers. Donc, 82 infirmiers en chef sur 100 estiment qu'il est légitime et pertinent qu'un infirmier de sapeur-pompier puisse être chef de secteur SUAP, c'est-à-dire que sur une intervention, il y a un chef qu'on appelle le COS, le commandant des opérations de secours, qui après définit des secteurs, découpe l'espace de l'intervention en plusieurs zones. Il y a la partie incendie, la partie secours à personne, et selon le dimensionnement de l'intervention, certains pensent que l'infirmier peut être le responsable de cette partie secours à personne pour pouvoir, bien sûr, toujours en rendant compte au commandant des opérations de secours et en lien avec l'ensemble des autres sapeurs-pompiers, mais il peut être le responsable de cette partie. 68 SDIS intègrent leurs infirmiers de sapeurs-pompiers dans la coordination et l'encadrement des dispositifs de soins et dans le SUAP, dans le secours d'urgence à personne. 50 SDIS forment les infirmiers aux compétences non techniques et 36 forment les infirmiers aux facteurs humains et 22 aux biais cognitifs. Le champ du soutien psychologique, qui est aussi un des champs de notre activité d'infirmier et de notre métier. 80% des SDIS font appel aux infirmiers pour assurer une première réponse de prise en charge psychologique des sapeurs-pompiers. Alors la particularité, c'est que c'est, comme je vous l'ai dit, notre action elle est dans ce champ-là destinée aux sapeurs-pompiers et pas à la prise en charge de la population. Pour le champ de soutien psychologique, et 21% des SDIS ont protocolé cette démarche. La formation est assurée par les SDIS avec une participation dans 65% d'entre eux de psychologues qui sont des experts chez nous et qui sont présents, et par une association qui participe dans 14% des formations, qui est l'Association européenne des psychologues des sapeurs-pompiers. L'ENSOSP, l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, forme 5% des infirmiers aujourd'hui à ce champ du soutien psychologique, d'après les résultats qu'on a pu recueillir. Et le sujet est intégré dans les formations initiales et dans les formations continues. Ensuite, le champ de la recherche. On s'est intéressé, alors en 2019, on a travaillé à la rédaction d'un guide méthodologique pour réaliser des travaux de recherche dans les SDIS. On voulait proposer une méthode aux infirmiers des services départementaux d'incendie et de secours pour produire des travaux de recherche dans le but de démontrer la plus-value de nos prises en charge, comme certains aujourd'hui sont en train de le faire notamment dans certains départements où des hôpitaux ont expérimenté les mêmes méthodes que celles qu'on applique et qu'on applique avec succès parce que ça fonctionne. Et donc il faut maintenant démontrer la plus-value de ce dispositif. Et pour ça, il faut produire des travaux de recherche, aboutir à des publications et démontrer la plus-value. Donc 20 SDIS participent à des travaux. Dans ces 20 SDIS, 16 services de santé sont impliqués. Il y a 24 SDIS qui ont réalisé des travaux d'études. 3 ont réalisé des travaux en sciences sociales. Et 26 SDIS ont participé à la rédaction d'articles ou de publications. Ça veut dire qu'on n'écrit pas, ou pas assez, et que notre profession doit s'emparer de ça pour... On a de plus en plus d'infirmiers qui
compétents et qui connaissent les méthodes et qui sont légitimes pour produire des travaux de recherche, ben, il faut y aller, chez nous aussi, comme je pense dans le reste de l'activité. Voilà, donc des exemples de travaux qui ont été réalisés, comme la mise en place de télémédecine avec des véhicules infirmiers de soins d'urgence, des travaux d'études de toute filière universitaire dans le domaine médico-social, la coopération avec des partenaires extérieurs, l'INSERM, l'IRBA, le développement de formations universitaires, la pratique infirmière vers une vraie pratique avancée, la féminisation, des études de la condition physique sur les brûlages en caisson et sur les phénomènes thermiques, et des travaux sous l'égide de groupements de formation. Voilà les réponses qu'on a pu obtenir à notre enquête sur cet item-là. En conclusion, on obtient 100% de réponses sur les SDIS de métropole. Donc pour nous, c'est un succès d'avoir pu avoir un tel taux de réponse qui montre l'implication des infirmiers et des cadres de santé dans la dynamique de ce qu'ils font et ce qu'ils veulent faire savoir de ce qu'ils font dans les SDIS. Et on pense que la réécriture du décret du métier socle qui est en réflexion permettra d'intégrer, on l'espère, des nouvelles compétences comme celles qui ont pu être montrées et qui sont déployées chez nous, mais dans d'autres aussi, dans d'autres champs de notre profession. Il y a des compétences nouvelles déployées avec succès au bénéfice de nos concitoyens. Et maintenant, la pratique a précédé la loi et la loi va devoir intégrer toutes ces nouvelles pratiques et puis peut-être organiser les choses pour pouvoir aller peut-être un peu plus loin. Pour finir, on a en projet en 2022, à la fin de l'année, des journées techniques de production dans lesquelles on souhaite réfléchir à la projection des infirmiers et des cadres de santé des SDIS sur l'année 2030, comment ils se verront en 2030, quelle activité ils se voient exercer et comment. Merci beaucoup, Monsieur Drossin. Monsieur Chamboredon, je vais vous laisser le mot conclusif après avoir évoqué donc, cette enquête. Je vous laisse la parole. Merci. De très bons résultats, de très beaux résultats. Moi, je voudrais d'abord saluer, en premier lieu, l'investissement citoyen des sapeurs-pompiers, parce que c'est un investissement complètement désintéressé autour de valeurs de prendre soin de l'autre, dans des situations difficiles et conflictuelles par rapport à des situations données. Et donc, je pense qu'il faut absolument le faire. La loi Matras l'avait institué, et je crois que c'est bien de se le redire de temps en temps. Moi, je voulais saluer quand même, c'est dit dans la dernière slide, l'évidente implication des infirmiers et des cadres de santé dans cette enquête. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Même lorsque l'ordre mène des enquêtes sur la profession, c'est très difficile d'avoir 100% de réponse. Et là, vous y êtes arrivé. On voit bien que la profession infirmière est très impliquée et relève des pratiques qui ne relèvent pas forcément de son champ initial. Et c'est quelque chose de très satisfaisant parce qu'on voit qu'au-delà de l'investissement, au-delà de l'implication, on continue à développer encore au-delà des pratiques qui vont permettre de sauver des vies. Et c'est ça quand même le but de cette enquête-là, de mesurer finalement qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition de nos concitoyens pour les prises en charge. Ça développe aussi l'idée de travailler ensemble, du travail en équipe, puisque dans les cabines, dans les véhicules, il n'y a pas que des infirmiers, donc c'est un travail commun en équipe avec finalement des gens qui sont à la régulation, même si ça ne s'appelle pas comme ça, et des gens qui sont plus près du terrain. Et donc on voit bien que ça, c'est facteur finalement d'une interprofessionnalité qui va permettre aussi d'être plus efficace et plus efficient. Et puis des choses qui sont totalement novatrices, la vaccination, c'est vrai qu'on a rattrapé le retard, et c'est vrai que les SDIS et les infirmiers sapeurs-pompiers de SDIS ont été très présents pour monter les vaccinodromes et ont beaucoup travaillé en collaboration, pour le coup, avec des infirmiers salariés qui sont venus travailler, mais des libéraux aussi qui sont venus. Et souvent, très souvent, les infirmiers sapeurs-pompiers ont été à la manœuvre, les cadres aussi, pour pouvoir organiser cette vaccination de masse, finalement, qui va peut-être se remettre en place avec cette 7e vague qu'on est en train de connaître. Et donc ça aussi, c'est vraiment un facteur très important de valoriser finalement la profession infirmière et son investissement au service de la santé publique. Et puis les évaluations des pratiques professionnelles, on vient à peine de leur entrée dans la loi. C'était quelque chose qui devait être dans le texte de la loi 2002 des droits du patient, d'avoir le bon professionnel
professionnels au bon moment, au bon niveau de formation. Et on voit bien que c'est quelque chose que vous avez mis en place et qui est balbutiant et dont les textes sont à venir. Et donc on voit bien quelque chose de très intéressant en termes de qualité et de sécurité des soins et de prise en charge. Tout ça nous amène à dire que finalement, l'objectif c'est de proposer les prochaines journées qu'est-ce que sera l'ambition pour un infirmier sapeur-pompier à 2030, mais nous on va être beaucoup plus bref et beaucoup plus court et beaucoup plus proche sur la volonté de réécriture du décret, où on voit bien que cette enquête permet d'ores et déjà, et dès à présent, puisqu'on voit le masque supraglottique, alors tout ça c'est des acronymes que les béotiens qui vont nous regarder ne peuvent pas comprendre, et les VVP aussi, les dispositifs intraosseux, mais on voit bien que toutes ces choses-là, finalement, plaident pour un exercice plus évolué de notre profession, avec un accès direct, avec plus d'autonomie, avec finalement une prise en charge par le patient, de la consultation infirmière qui vont permettre justement à la fois d'éviter les urgences, à la fois d'être plus en pointe sur sauver des vies et finalement des pistes d'évolution de notre profession assez claires et assez rapides. Et donc cette évidence-là qui maintenant est dans le marbre des enquêtes et dans les publications et qu'on a le plaisir de remettre aujourd'hui à l'ordre du jour, finalement n'a pas augmenté la sinistralité et donc les Français peuvent avoir tout à fait la garantie de la qualité et de la sécurité des soins qui sont pris dans les systèmes d'urgence quand c'est déployé par des infirmiers sapeurs-pompiers bénévoles. Merci David en tout cas d'avoir eu le courage de t'être lancé le premier dans une association avec l'Ordre pour mener cette enquête et produire des résultats qui sont probants et qui permettent d'avoir des pistes pour relayer auprès de l'Inspection générale des affaires sociales et permettre justement l'évolution de notre profession. Merci encore pour cette collaboration. Merci beaucoup. Et puis je rappellerai qu'on peut télécharger le résultat complet de l'enquête sur le site de l'Ordre. Ce sera fait et on le mettra en ligne avec la présentation de ce jour. Merci à tous les deux et on vous dit à bientôt.